Bonjour et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que le son passe. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à vous. Juste une seconde, s'il vous plaît. Ok. Bonjour à toutes. Bonsoir. J'espère que vous me recevez, que le son il est bon. Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolé. Problème de connexion. Désolé, désolé encore. Voilà. J'ai eu un petit souci de connexion. Bonsoir à tous. Donc voilà. Si les gens qui viennent d'arriver peuvent se connecter, me prévenir. Ok, si le son est bon, merci Gabi. Voilà, tout à l'heure j'avais un problème de connexion, donc là j'espère qu'elle ne va plus déranger. Donc voilà, le titre de la vidéo c'est chaque Gabonais devrait s'identifier aux panthères, hein, d'accord? Aux panthères qui sont sur le blason de la République. Et pourquoi est-ce que je le dis? Non pas pour faire la même chose qu'a dit Pascaline Bongo à l'époque sur la représentation de ce blason, qui était en quelque sorte se sont appropriés, hein, ces symboles, mais pour faire comprendre qu'aujourd'hui le Gabon a besoin justement que chaque enfant, que chaque Gabonais, que tous ses fils s'identifient à ces panthères, notamment dans l'espoir de pouvoir voir chacun de ces enfants s'identifier comme étant un défenseur des droits, un défenseur de l'intérêt, un défenseur de notre mère patrie, le Gabon. Et aujourd'hui, il est su, il est connu de tous, hein, ceux qui ont réellement été les défenseurs de ces droits, les défenseurs de cette mère patrie qui est le Gabon. Ces défenseurs de cette mère patrie, ici, il s'agit ici de chaque Gabonais qui, depuis, d'accord, bien avant peut-être le 31 août, mais qui, depuis que la mesure a été lancée sur tout le territoire de la nation, ne se sont pas arrêtés, ne se sont pas ménagés de continuer à manifester, de continuer à protester contre tout déni d'État, contre toutes les personnes qui souhaiteraient en fait violer ces droits, violer cette liberté. Moi aujourd'hui j'ai envie de parler un peu de Monsieur Mokani Iwongu et revenir un peu aussi sur Monsieur Gonju, qui en fait sont des exemples même des personnes contre qui nous devrions protéger le Gabon. Ce ne sont pas que ces personnes-là, mais c'est une pensée, d'accord, de toute personne qui pense comme elle est un danger pour le Gabon. Ce que j'ai envie de faire comprendre ici aux uns et aux autres, c'est que le danger du Gabon, le véritable danger du Gabon, déjà pour ceux qui sont là, s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, ce sera déjà intéressant. D'accord, merci. Voilà. Je vais essayer d'inviter des gens parce que je sais pas, j'ai eu une perte de connexion tout à l'heure. Vraiment désolé, hein, tout à l'heure j'ai eu une perte de connexion. Donc si vous pouvez partager la vidéo ou inviter des gens, ce sera pas mal. Moi je vais essayer de faire de même. Hein. Voilà, j'invite des personnes, tout ce que je peux trouver sur mon disponible. Hein, parce que voilà, j'invite un peu tout le monde. J'invite un peu tout le monde là. Si vous pouvez faire de même, tant mieux, parce que j'estime que le sujet est quand même assez important. Et il pourrait être assez intéressant que tout le monde y participe. Donc j'essaie d'inviter un peu tout le monde là. Bon.
si vous pouvez partager la vidéo, encore merci déjà de le faire. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. C'est pas mauvais. C'est au contraire, partager. Voilà. J'espère que je ne dérange pas les personnes que je suis en train d'inviter. C'est la première fois même que je me permets d'inviter les gens. Bon. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont connectés, je vous inviterai à partager la vidéo. Donc, oh, salut Hans, salut Nina, salut Gabi. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler un peu de notre responsabilité face à cette patrie qui est le Gabon. Cette patrie qui nous a tout donné et que par certaines négligences et que par certains manques de maturité, mais surtout par une certaine non-prise de conscience, nous nous permettons de sacrifier cette nation. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler mon petit message à Monsieur Mokani Iwungu, en fait, et toutes les personnes qui pensent ou qui ont la même pensée que Monsieur Mokani Iwungu. C'est ici de leur faire savoir ceci, mais aussi au peuple gabonais impatient de voir Ali Bongo partir, pour ceux qui sont impatients et qui sont restés dans la lutte, mais pour ceux-là aussi qui sont impatients, qui ont abandonné, ou qui manifestent leur non-action, ou sa non-action, ou encore sa capacité à pouvoir tout faire, plutôt de voir la lutte devenir... ne plus représenter, ne plus être symboliquement significative. Donc, pour ceux-là qui disent que Jean Ping aurait dû, doit faire pour que immédiatement le peuple gabonais puisse rentrer dans la possession de son pouvoir, c'est-à-dire récupérer son pays. En fait, il est souvent constaté que lorsque vous êtes dans une lutte, et que vous êtes préoccupé justement par un objectif, il est pour souvent constaté que à ce moment-là, on fait moins attention à certains détails. Même lorsque, pour ceux-là qui ont eu l'occasion dans leur jeunesse de se battre, c'est lorsqu'on réfléchit, quand tu te bats avec la tête, que tu comprends comment tu peux facilement vaincre ton adversaire, peu importe la force qu'il a. Mais lorsque tu te bats avec l'émotion, non seulement tu te fatigues, mais tu as de fortes chances de te mettre KO, du moins par ton adversaire. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire souvent de faire appel à son intelligence. Il est nécessaire souvent de faire appel à sa foi. Dans cette question, l'intelligence ici, c'est notre foi. Et il ne faudrait pas oublier souvent que il y a certaines choses qui n'arrivent pas seulement par le fruit du hasard ou par le souhait des hommes. Dans tout ce que nous faisons, il y a la divinité qui est là. C'est-à-dire qu'il faudrait que les hommes fassent la part des choses entre la lutte physique et la lutte spirituelle. Pourquoi? Parce que la lutte physique, c'est ce qui se passe au Trocadéro tous les jours. La lutte physique, c'est ce qui se passe aux États-Unis tous les jours. La lutte physique, c'est ce qui se passe au pays tous les jours. La lutte physique, c'est ce qui se passe dans tout le monde entier. Mais la lutte spirituelle, c'est ce qui se passe dans nos clans, dans nos traditions. C'est ce qui se passe dans nos prières. C'est ce qui se passe dans nos rites et rituels. Souvent, quand on parle de ça comme ça, pour certaines personnes, ça semble anodin. C'est quoi la lutte spirituelle? Les prières, qu'est-ce que ça apporte? Moi aussi, j'ai pensé ainsi. Mais vous savez, il arrive un moment, lorsque vous commencez à vous rendre compte de certaines choses, lorsque vous commencez à lire dans les signes, lorsque vous commencez à comprendre les signes, que vous commencez à comprendre la nécessité d'une véritable lutte spirituelle. L'apport d'une lutte spirituelle. Mais pour cela, on va faire un lien très simple, alors que tout un chacun pourra alors tirer ses conclusions. Vous savez, il y a une expression qui dit
L'homme propose, Dieu dispose. Et d'autres disent, une autre expression qui dit, le temps appartient à Dieu. D'accord? Vous savez, je reste conscient d'une chose, quelle que soit la lutte que vous faites dans la spiritualité, ou même les luttes les luttes physiques, le sacrifice, le mot sacrifice, même si Ali Bongo a su convaincre aux Gabonais que le mot sacrifice, c'est forcément quelque chose de péjoratif, parce que ça conduit à des rituels. Même si Ali Bongo a su faire savoir aux Gabonais que le mot rituel était un mot péjoratif, parce que ça consiste au sang. Mais sachez une chose, le sacrifice, c'est donner ce que tu as de plus cher. Et le Gabon a déjà donné ce qu'il a de plus cher. Le Gabon a donné ses enfants. Le Gabon a saigné. Le Gabon a donné son sang. Le sang du Gabon, ce sont ses ressources. Le Gabon a donné son sang. Le sang du Gabon, ce sont ses enfants. Mais à qui a-t-il donné tous ces sacrifices? Il ne les a pas donnés à une cause perdue, non. Il les a donnés à Dieu, à la spiritualité, à nos ancêtres, à nos esprits. Mais qu'est-ce qu'il veut en retour? Ce qu'il veut en retour, c'est de voir, ce qu'il veut en retour en réalité ici, c'est de voir ses enfants s'épanouir. Ce qu'il veut en retour, c'est de voir le monde entier découvrir la réalité de ce qu'est le Gabon. Vous savez, je ne suis pas spiritualiste, je ne suis pas non plus initié. Mais j'ai commencé à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être spiritualiste ou initié pour comprendre ni voir les réalités ou les signes qui nous entourent. Le Gabon est un pays assez spécial. Si vous allez à suivre les témoignages de certaines personnes, ils vous parleront de choses assez spéciales. Et ce qui arrive au Gabon aujourd'hui a un sens. On vous a fait comprendre quelque part que le Gabon est l'un des seuls pays où tout réussit. C'est-à-dire toute pratique réussit. Notamment la spiritualité blanche, je vais dire ici, tout ce qui est pur, ça réussit. Et la spiritualité noire, tout ce qui est malsain, ça réussit. C'est parce j'ai envie de dire qu'on a l'impression, si on se réfère au témoignage de certaines choses, de certains hommes, de certains passages, qui ne sont peut-être pas publiés sur Internet, ni à l'accession, ni à la connaissance de tous les Gabonais, on aura l'impression que le Gabon, c'est un peu comme le triangle c'est quoi encore le triangle c'est quoi encore, ils appellent ça, le triangle de Bermuda ou... Attends, j'ai oublié comment ils appellent ça. Le triangle, quelqu'un pourra m'en parler peut-être un peu. Le triangle de... Là où on parle... Attends, oui, vous appelez ça comment là? Ce fameux endroit... Ah voilà, le triangle de Bermude, voilà, merci Colombine, merci encore. On a l'impression que le Gabon représente un peu cette histoire du triangle de Bermude, c'est-à-dire que là où le passage, la croisée de chemin entre l'au-delà et le monde réel. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans ces témoignages, lorsqu'on lit ces choses et lorsqu'on vit ce que nous vivons, on commence à mettre le lien. Mais vous savez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est même la raison pour laquelle nous, les Gabonais, nous devrions nous considérer comme étant tous les gardiens de cette porte. Merci Colombie encore. Le triangle de Bermude, merci. Donc nous les Gabonais, nous devrions tous nous considérer comme étant protecteurs de cette porte. Peut-être pas pour l'avenir du monde, parce que je n'en sais pas plus, mais déjà pour l'avenir de notre peuple. Et lorsqu'on revient sur les Saintes Écritures, par ces témoignages, par ces citations dont on parle du temps qui appartient à Dieu et de l'homme qui propose et de Dieu qui dispose, c'est que il faudrait accepter une chose. Les Gabonais ont sacrifié
leur sang pendant plus de 50 ans. Mais ils en ont encore sacrifié bien plus le 30 août dernier. Et ce sacrifice est dans l'optique et le but de voir les Bongos sortir de cette porte, en fait, c'est ça, en fait, le triangle de Bermude, comme dit Colombie, c'est la porte de l'enfer, entre l'enfer et le monde réel, en fait, vous comprenez? Et les Bongos, moi, je les considère comme étant des démons sortis par cette porte, d'accord? Et les Gabonais sont les gardiens de cette porte. Pas peut-être pour le monde, mais déjà pour le Gabon, déjà. Et la condition aujourd'hui pour faire partir les Bongos, quand je dis les Bongos, ce n'est pas seulement Bongo, la famille Bongo. Je parle ici des Bongos. Pour moi, les Bongos, c'est qui? Les Bongos, c'est M. Moukanou ou M. Ouangou. Les démons, les Bongos ici, pour moi, c'est M. Ngodjou. Les démons ici, pour moi, c'est M. Ndemezogo René. Les démons ici, pour moi, c'est tous ceux qui ont sacrifié et continuent à sacrifier l'intérêt du peuple pour leur bien personnel. Donc, pour moi ici, il s'agit peut-être pas, pour certaines personnes, de prendre conscience de la nécessité de se battre, mais surtout de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons parce que nous sommes prédestinés à le faire. Ce qui est évident et fait ici, c'est que certainement, nous n'allons pas en profiter. Parce que moi, je ne vais vraiment pas profiter. Je ne vais pas, en ma personne physique, je ne vais pas profiter du Gabon lorsqu'il sera dans sa phase de renaissance, sa phase d'opulence. Mais c'est mon devoir de permettre à ce que ceux qui vont venir après moi puissent en bénéficier, car c'est notre travail, c'est notre devoir. Ça voudrait dire que nous le faisons tous, que nous le voulions ou pas, du bénévolat. Mais un bénévolat, car nous avons été destinés à le faire. Beaucoup de personnes se posent souvent cette question. Pourquoi est-ce que nous sommes venus sur Terre? Quel est le but pour lequel nous sommes venus sur Terre? Pour ceux qui sont dans la diaspora, pourquoi n'aviez-vous pas été au Gabon pendant le 31 août dernier? Peut-être c'était une prédisposition de la divinité de vous mettre, de vous épargner peut-être de ce moment-là, mais pour qu'ensuite vous puissiez faire ce que vous faites aujourd'hui. Il faudrait que chaque Gabonais s'identifie dans cela. Mais ce n'est qu'en s'identifiant dans cela que vous comprendriez pourquoi cette lutte prend autant de temps. Vous savez, ce n'est peut-être pas par prophétisation ou parce que peut-être il peut lire à travers les âges ou à travers les étoiles. Quand Jean Ping dit, beaucoup sont partis, beaucoup vont partir et continueront à partir. C'est-à-dire que sans vouloir faire me dire que cette personne est peut-être voyant, non. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est ce que Jean Ping dit. Pas forcément que c'est lui le seul à le penser, mais c'est que si dans cette lutte le sacrifice est réel, sachez que avant que ce sacrifice puisse prendre forme, afin que nous puissions recueillir les fruits de ce sacrifice, étant donné que le temps appartient à Dieu et que Dieu fait selon son temps, car je ne pense pas que un bien offert par Dieu, une bénédiction offerte par Dieu est reprise. Non. Je crois que lorsque Dieu décide de s'investir dans la vie d'un homme, c'est parce qu'il sait que c'est son temps et qu'il en profitera, car il aurait fait des sacrifices. Vous comprenez que j'ai envie de vous dire ici que la libération du Gabon, le sacrifice ultime que les Gabonais ont fait depuis avant le 31 août, parce que ce sacrifice, ces combats ont commencé depuis les années 60. Aujourd'hui, Dieu n'a certainement pas jugé nécessaire, ni le temps nécessaire pour offrir aux Gabonais ce pourquoi ils se sont sacrifiés, ce pourquoi ils ont donné leur sang. Mais aujourd'hui, on peut se poser les questions de savoir pourquoi en fait. Parce que lorsqu'on prend un peu de recul dans la spiritualité,
lorsqu'on prend un peu de recul dans les actes et les actions que nous posons et que nous menons, lorsqu'on observe les signes, lorsqu'on lit les témoignages, on commence à comprendre. J'ai envie de dire que aujourd'hui, cela prend effet. Et oui, cela prend effet. Pourquoi? Parce que Ali Bongo serait parti en août. Des personnes comme René Desmézoro seraient ministre, premier ministre, je ne sais pas. Des personnes comme M. Moukani Iwongu seront dans l'appareil de l'État. Et je cite d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Je crois que même si on aurait bien voulu faire, d'accord? Je crois que d'un autre côté, les Gabonais se seront encore plaints du même cauchemar qu'ils ont vécu depuis 50 ans. Et ils auraient appuyé la thèse par laquelle on dit c'est le même système, c'est simplement des personnes qui ont changé. Parce que on aurait constaté les mêmes inégalités, la même soif de pouvoir, la même envie de gérer les peuples en les écrasant, car les personnes aujourd'hui qui n'ont pas été capables, bien que nantis, bien que bénéficier d'un certain niveau de priorité sur le plan politique, sur le plan de l'opinion publique, n'ont pas hésité d'abandonner, pas abandonner pour rester neutre, mais d'abandonner pour aller dans le camp d'en face, soi-disant parce que il faut que le pays avance. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à cela, pour le cas de M. Iwongu, c'est que aujourd'hui, quand Jean-Pierre avait parlé la dernière fois, quand il était à Paris, on lui avait posé la question de savoir qui sera habilité à pouvoir aller dans le gouvernement. Et il avait essayé de donner des tranches d'âge, d'accord? Il disait que bon, pour accéder au gouvernement, notamment, il fallait avoir un certain âge. Et c'est dans et les critères bien sûr qui vont avec. Et c'est dans cette composition qu'on devait composer le gouvernement, l'administration générale, les directions et tout, les services et tout. Mais à un moment, je me suis dit, tout Gabonais devrait s'identifier à pouvoir peut-être pas être dans le gouvernement, peut-être pas être dans la sphère décisionnelle, mais à se préparer à être un acteur indispensable dans le bon déroulement de ce nouveau système qui sera mis en place. Ça veut dire que on ne doit pas seulement voir ceux-là qui sont autour de Jean-Ping. On ne doit pas seulement penser que les personnes qui sont destinées à gérer, destinées à diriger, destinées à porter le Gabon après le départ d'Ali Bongo sont seulement ces personnes qui font des conférences de presse, qui sont toujours en train de s'adresser à la presse ou qui arrivent à accéder grâce à leur notoriété, accéder à un certain nombre d'administrations et rencontrer un certain nombre de personnes. Car tout ce que, je parle ici par exemple de M. Mundunga, je parle de tous ceux-là, M. Chambrier, autres, et j'en passe, qui font dans cette lutte, qui rencontrent des administrations européennes, américaines, un peu africaines et autres. Je ne veux pas dire que ce sont les seules personnes qui sont habilitées à pouvoir guider les Gabonais ou encore à pouvoir diriger les Gabonais quand le moment viendra. Pourquoi je le dis? C'est parce que le peuple l'a toujours dit. Et chaque jour, personne n'arrive à nous faire comprendre ou à faire comprendre à ce peuple qu'il a tort que les personnes qui les ont toujours trahis, ce sont toujours les personnes sur qui ils ont posé, ils ont mis leur confiance. Les personnes qui les ont toujours trahis, ce sont les personnes qui souvent ils ont consacré leur temps, qu'ils ont apporté leur respect. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais vérifiable que toute personne qui a été, que ce soit avec Bongo,
que ce soit avec Ali Bongo ou qui aurait été dans l'opposition, finit toujours par être le premier à aller serrer la main du diable. Ce qui est assez paradoxal dans l'histoire, c'est que lorsqu'on observe les réalités ou les véritables raisons qui peuvent les emmener à le faire ou faire ses choix, on a du mal à comprendre qu'une personne qui a été dans la sphère décisionnelle pendant longtemps, qui était aux affaires pendant longtemps, comme on le dit souvent, se sente aussi facilement attiré par un privilège quelconque qui lui sera offert par le camp d'en face. Du moins, on aurait compris si peut-être il a vécu pendant toute sa vie ou pendant très longtemps dans la pauvreté totale, comme vit le peuple gabonais, mais qui toujours continue à se protester. Donc si je comprends bien, vous voulez me faire croire que si Ali Bongo proposait à chaque Gabonais de rentrer au gouvernement, alors qu'il proteste contre Ali Bongo, il rentrera? Donc si vous voulez me faire croire que ces Gabonais qui marchent tous les samedis au Trocadéro, si Ali Bongo vient leur proposer de l'argent et des postes au gouvernement, ils vont rentrer? Donc vous voulez me faire croire aujourd'hui que tous les activistes aujourd'hui qui parlent contre Ali Bongo, du jour au lendemain vont aller parler pour Ali Bongo? Vous voulez me faire croire que, parce que moi je suis sûr et certain, parce que je me connais, que je suis prêt à mourir que d'accepter l'argent d'Ali Bongo, ni d'aller rejoindre Ali Bongo. Moi, je suis sûr. Mais est-ce que vous êtes sûr de cela? Et pourquoi? Parce que moi, si je ne pars pas, c'est parce que je suis conscient aujourd'hui que mon rôle à jouer dans cela n'est peut-être pas d'être dans le gouvernement un jour, mais serait d'avoir ou de participer à la construction d'un véritable gouvernement, une véritable force d'esprit pour notre pays. Je pense que si chaque Gabonais s'identifie comme étant un maillon de cette chaîne, un maillon fort de cette chaîne, qui peut-être avec le temps sera oublié, car cette chaîne sera traînée dans le sol, peut-être ce maillon sera dans de l'eau, il va rouiller, va se briser, mais qui doit savoir que son rôle aurait été d'être le maillon fort de cette chaîne afin de pouvoir atteindre l'objectif que le crochet devait atteindre. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous considérez pas comme étant les personnes qui allaient bénéficier des fruits de ce travail. Je pense que si vous commencez déjà à imaginer cela et vous faire une raison, je crois qu'il n'y aura pas possibilité que l'un d'entre nous ne trahisse cette cause. La raison pour laquelle les gens se sentent obligés de trahir cette cause, c'est simplement parce que ils croient que en même temps ils seront des acteurs pour le départ d'Ali Bongo, en même temps ils profiteront des fruits de ce travail. Non. Les fruits de ce travail, vous n'en profiterez pas physiquement, personnellement. Mais ce sont vos enfants. Ce sont vos petits-enfants qui vont en profiter. Les pays dans lesquels vous êtes aujourd'hui installés, ceux qui sont en France, aux États-Unis, si vous connaissez bien l'histoire de ces pays, pour qu'ils puissent atteindre ce niveau de démocratie, ce niveau de réalité, ce niveau de liberté, ce niveau de développement, il y a dû avoir des gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, vous en tant qu'étranger, vous puissiez bénéficier de cette liberté. Ça veut dire que tout État fort, toute nation forte ne se base pas sur les réalités immédiates, sur l'apport immédiat, mais plutôt sur l'action immédiate qui aura des fruits dans le futur. Revenez simplement sur prendre comme exemple le monde banquier, financier par exemple. Vous achetez une maison aujourd'hui, vous faites un prêt à la banque vous retire par exemple, je ne sais pas, la maison coûte peut-être 25 millions, la banque vous retire par exemple, je ne sais pas, une somme pas très conséquente parce que vous devriez aussi vivre. Vous allez peut-être payer ce crédit durant toute votre vie
La personne qui vous aurait accordé ce crédit à la banque aura certainement fait du profit à la banque. Mais lorsque ce crédit sera terminé, il est sûr et certain que cette personne ne sera même plus agent dans cette banque. Il sera peut-être déjà en retraite. Mais la banque va continuer à fonctionner. La banque va continuer à employer. Et les personnes à qui vous allez verser votre crédit ne seront peut-être plus les mêmes personnes que vous auriez rencontrées lorsque vous avez acquis ce crédit. C'est la même chose dans le fonctionnement d'une nation. Les actions que nous menons maintenant, nous ne devons pas nous imaginer d'être les personnes qui allons bénéficier de ces actions, mais être plutôt des maillons d'une chaîne de bénéficiaires. Parce que d'autres personnes, d'autres maillons vont bénéficier et vont encore poser des actes pour lesquels d'autres personnes vont continuer à bénéficier. Et c'est comme ça que une nation se focalise. Donc, chers frères et sœurs, comprenez qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour notre pays. Parce que si notre pays ne nous avait pas donné ce qu'il nous a donné il y a cela 50 ans, je ne pense pas que nous serions aujourd'hui, pour ceux qui ont pu bénéficier des apports, des bourses à l'étranger pour aller étudier, je ne pense pas que ces personnes auraient pu s'en sortir. Car n'oubliez pas une chose, c'est que les familles à cette époque n'étaient pas forcément nanties. La seule condition pour laquelle vous pourriez aller étudier en France après avoir obtenu votre bac, il fallait être travailleur. Et comme le pays avait besoin des cadres supérieurs, alors l'État a mis en place à la disposition de ces personnes-là des moyens pour qu'ils aillent étudier. Mais c'était pourquoi en fait? C'était pour avoir des cadres. Mais pourquoi? Des cadres qui pouvaient mettre en place des systèmes bénéfiques pour des générations futures. Et cette mise en place des systèmes bénéfiques des générations futures n'est pas finie. Aujourd'hui, le peuple gabonais participe justement à cette mise en place des systèmes pour des générations futures. Aujourd'hui, la véritable lutte pour moi, selon moi, n'est pas forcément d'être au gouvernement. Je pense que le travail que chaque activiste fait, le travail que chaque Gabonais aujourd'hui fait, le travail que chaque manifestant fait aujourd'hui, c'est une action aussi valable que celle que fera Jean Ping lorsqu'il prendra le pouvoir, que fera ceux qui seront ses collaborateurs. C'est le même travail. Et le maillon d'une chaîne, quand on dit qu'on est maillon d'une chaîne, on ne doit pas forcément se comparer au crochet. Mais on ne doit non plus penser que le crochet est plus important que nous, parce que ce qui est important, vous devriez comprendre, le crochet saisit certes le poignet, mais sans le maillon de la chaîne, comment le crochet fera-t-il pour pouvoir tirer ce poignet? Il faudrait que ces chaînes ensemble, réunies, y mettent du leur pour pouvoir tirer le poignet. Alors, le crochet n'a pas de valeur sans le maillon. Le crochet n'a pas de valeur sans le maillon. Et chaque Gabonais doit s'identifier comme étant un crochet. Chaque Gabonais doit s'identifier comme étant important, indispensable à cette lutte. Et cette importance, cette indispensabilité fait en sorte que vous ne devriez pas vous sentir moins fort devant l'adversité. Vous ne devriez pas vous laisser impressionner par des personnes qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, qui ne comprennent même pas. Aujourd'hui, quand j'écoute, j'ai suivi toutes les, peut-être pas toutes, mais la plupart des interventions de M. Mukandou Iwongo, pour ne parler que de lui. Mais il y a une chose qui m'est revenue à chaque fois dans l'esprit, et un constat que j'ai eu à faire d'ailleurs. C'est que ce monsieur, quand il s'adresse à la population ou aux médias,
Ça n'a jamais été comme chaque activiste que moi j'ai vu dans la diaspora, au Gabon aussi, qui le fait avec son cœur. Ça veut dire que c'est un fait réel que nous connaissons tous, mais tu le fais parce que tu le ressens. Tu dis les mots parce que tu les ressens. C'est toujours des discours écrits avec une certaine technique très intelligente, très élite, mais réservée aussi à la compréhension, à l'écoute et à la compréhension de l'élite. Ça veut dire que ce n'est pas un Gabonais lambda qui peut comprendre le discours de M. Ouangou. C'est un homme qui a l'impression, quand il s'adresse au peuple, il a l'impression de parler à des étudiants dans un amphithéâtre où il y a des étudiants en droit qui comprennent le langage du droit. Jamais j'ai vu ces techniciens essayer d'expliquer au peuple gabonais ce qu'ils doivent les expliquer dans les mots simples, qui ne sont pas forcément techniques, mais accessibles à tous les Gabonais pour que un Gabonais puisse s'identifier à ce message. Nous avons comme l'impression que la politique au Gabon devient une affaire de littérature, où le plus bon écrivain s'identifie, ou encore le plus bon écrivain se démarque des autres. Écoutez un politicien vous faire un discours pendant 1 heure, comme le font les activistes, avec beaucoup de courage et beaucoup de logique, ça je ne l'ai jamais suivi avec ces gars-là. Quand j'écoute par exemple M. Jonas Moulenda qui vous fait un discours de 1h30 avec de la suite dans les idées et beaucoup de sérénité et compréhension accessible à tous les Gabonais lambda, mais je dis que c'est vraiment à féliciter. Quand je vois un Stéphane Zeyn qui vous fait des interviews de 2, 3, 4, 5, 6 heures, parce qu'il va vous faire en première partie, deuxième partie, troisième partie, avec une certaine logique, une certaine affinité, sans pour autant avoir appartenu à cette sphère politique, il faut saluer cela. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont la capacité de parler avec leur cœur. Des personnes dont on a l'impression qu'ils connaissent plus les problèmes des Gabonais que ces gens-là qui prétendent lire des textes, les textes et défendre les droits des Gabonais. Je crois que défendre les droits des Gabonais d'abord, ou défendre quelqu'un, c'est déjà connaître l'environnement dans lequel il vit. Connaître ses réalités. Connaître le langage qu'il parle. Voilà pourquoi j'ai toujours été fasciné par M. Bertrand Zibi. Cette personne qui s'identifiait au Gabonais lambda et pouvait s'adresser à ce dernier par des termes très clairs et très terre à terre, pour qu'il puisse comprendre ce message d'élite qu'il a à lui apporter. Mais vous devriez comprendre aussi une chose. Des personnes en réalité qui n'ont pas cette capacité à pouvoir transmettre leur savoir et le rendre accessible à tout le monde, ce sont des personnes en réalité aussi qui n'ont pas une réelle volonté de voir ce peuple profiter de ce savoir. Pour eux, c'est comme une condition. Pour eux, c'est un programme. Pour eux, c'est une condition, un peu comme beaucoup de garçons rentrés à l'armée, pas parce qu'ils voulaient rentrer à l'armée, parce qu'ils estimaient que rentrer à l'armée, on entre à l'armée avec des convictions, parce qu'ils voulaient défendre la nation, mais plutôt parce que l'armée était le seul employeur disponible et que tout le monde veut être fonctionnaire. Tout le monde veut pouvoir au moins avoir une retraite. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas d'éthique. Un peu comme j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont rentrés à l'armée, non pas parce qu'ils ressentaient le droit, le devoir de protéger, mais plus l'envie d'avoir un emploi. Alors, M. Iwongo, quand il fait ces discours, j'ai l'impression que c'est plus l'envie de faire savoir et faire valoir qu'il est professeur en droit et que son langage technique ne doit être écouté et compris que par des personnes. On a l'impression qu'il cherche plus à impressionner les gens de son cercle. Mais vous savez, de tous les grands hommes politiques qui ont réellement su non seulement attacher, non seulement toucher le cœur des peuples, ce sont des hommes qui se sont adressés à la nation avec le cœur. Et pour moi, l'une de ces personnes,
c'était André Baobab. Quand on relit ou quand vous revisionnez les discours d'André Baobab, vous comprendrez, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau scolaire assez élevé. Vous comprenez tout de suite son message. Parce qu'on a l'impression que ces discours au départ, ou encore son message était préparé pour d'abord toucher le Gabonais lambda. Quand vous écoutez Jean Ping aujourd'hui au parler, quand je parle parce que c'est Jean Ping, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Jean Ping s'adresse au peuple, on a l'impression qu'il cherche d'abord à s'adresser au Gabonais lambda. Ça veut dire que son message est compréhensible par tout le monde. Mais beaucoup de personnes, quand ils parlent, tels que M. Iwongu, honnêtement, je ne vous cache pas, allez-y relire ce discours, vous avez l'impression que son discours est réservé à l'élite. Et que ce n'est pas. Et l'élite, ce n'est pas que le pays. Le Gabon entier n'est pas composé que d'élites. Donc, moi ici, ce que je vais vraiment, et là je vais finir par là, vous dire, c'est que chaque Gabonais aujourd'hui doit s'identifier comme étant une panthère. Mais une panthère qui est là pour protéger, qui est là pour défendre la nation gabonaise. Pour certaines personnes, l'activisme que nous faisons, c'est un buzz. C'est possible que ce soit un buzz. Mais je demande à la conscience de tout le monde, activiste ou pas activiste, de comprendre ceci. La nation a besoin de nous. Et la nation a plus de sens que tout ce que vous possédez. Vous pouvez être riche, super millionnaire, avoir de l'argent, vivre en Europe, aux États-Unis, j'en passe. Mais je vous assure d'une chose. Je vous assure d'une chose. Nous avons cette coutume de dire qu'un homme n'est qu'un homme. Un homme peut être vu comme un homme. Un homme peut être considéré être un homme que celui-là qui a construit chez lui. Et nous avons toujours pour habitude de reprocher à nos hommes politiques ou encore de leur amputer ce niveau de responsabilité lorsqu'ils ont soit fait ou ne pas fait des choses dans les régions dans lesquelles ils sont ressortissants. Et alors, ça veut dire par là que activistes, non activistes, vivant à l'étranger, vivant au Gabon, vous devez tous de faire quelque chose pour votre pays. Car avant d'être quelqu'un ailleurs, il faut d'abord être quelqu'un chez soi. Il est vrai que nul n'est prophète chez soi. Justement, raison pour laquelle vous devriez vous considérer comme simple maillon de cette chaîne. Mais simple maillon, mais indispensable à cette chaîne. Donc, par conséquent, vous devriez comprendre ceci. Laissons les intérêts personnels et valorisons les intérêts de la nation. Des personnes qui vont se retrouver dans le nouveau gouvernement d'Ali Bongo, comme on le sait très bien, c'est une mise en place d'un gouvernement qui vise à tout simplement à dissuader le peuple que je suis encore là alors que nous savons tous que les signaux sont rouges, qu'Ali Bongo est en train de faire ses valises. Et alors, la seule façon pour lui de sauver les meubles serait de mettre en place un gouvernement où M. René Demizogo sera Premier ministre et M. Okando Iwongu sera vice-premier. M. René Demizogo sera vice-président et M. Iwongu sera vice-premier ministre. Mais vous comprenez tout de suite que tout cela, c'est justement la dernière carte d'Ali Bongo, à essayer de dissuader le peuple. Pour commencer, il est en train de faire une tournée, une tournée républicaine, mais c'est dans le même but, dissuader la population. Et justifier cela par un gouvernement soi-disant d'ouverture, mais n'importe quoi. Nous savons tous que le vice-président n'a pas de valeur au Gabon, puisqu'Ali Bongo a créé un poste qui est représentant du chef de l'État à l'étranger. Au représentant du chef de l'État.
C'est un poste créé par Ali Bongo et il y a un homme qui occupe ce poste. Le haut représentant du chef de l'État. Je crois que c'est à Krombessi, je crois. À quoi servira alors un vice-président? Ce sont des questions que les Gabonais doivent se poser. Nous comprenons tout de suite qu'il s'agit en fait d'un poste de complaisance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, René Ndémézoro sera vice-président comme étant juste par complaisance. C'est-à-dire, il faut bien donner l'impression que le titre présidentiel ou la responsabilité présidentielle est partagée entre la soi-disant opposition et la majorité, ou du moins, voilà, la majorité, le PDG. Donc ici, il s'agit d'un nom qu'on colle à une porte, mais sans se préoccuper de qui est dans cette pièce. On met un nom sur une porte, un titre sur une porte, et derrière la porte, c'est un chien qu'on trouve. Donc vous comprenez qu'il n'y a aucune valeur. Alors, à quoi sert le haut représentant du chef de l'État et à quoi sert le vice-président de la République? Quel est le rôle du vice-président de la République? Omar Bongo, je me rappelle le dernier vice-président de la République, c'était M. Diop Divou Ndinding, je crois. Omar Bongo, après que M. Diop Divou Ndinding ait quitté son poste, la vice-présidence est restée vacante pendant des années. Ali Bongo a fait tout un mandat sans pour autant remettre ce poste en service. Si Ali Bongo a pu faire un mandat entier sans pour autant avoir un vice-président et qu'Omar Bongo a su se débarrasser de ce poste, c'est-à-dire que cela veut dire qu'en fait, le pays n'a jamais eu besoin d'un vice-président. Et alors, lorsque nous avons d'un côté un haut représentant du chef de l'État et de l'autre côté un vice-président, quand on sait que si jamais il y avait intérim, l'intérim est assuré par la présidente du Sénat, alors à quoi sert le vice-président? Est-ce qu'on veut faire comme aux États-Unis? Mais si on veut faire comme aux États-Unis, c'est le vice-président qui prend le pouvoir lorsqu'il est constaté que le président n'est plus capable de pouvoir assumer ses fonctions. Alors, à quoi sert la vice-présidence? Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que les Gabonais, à un moment donné, restent certes conscients, mais surtout, il faudrait que nous arrivions à nous exprimer. Il faudrait que nous continuions à manifester. Parce que ce n'est pas anodin. Tout le temps qui a été écoulé. Et aujourd'hui, quand on voit les masques tomber, de ces personnes sans cœur, sans foi, sans personnalité se dévoiler. Parce que Dieu et les esprits ou les personnes divines qui tournent autour de la lutte que nous faisons veulent libérer le Gabon, veulent donner aux Gabonais ce pourquoi ils ont sacrifié leurs enfants, mais que ce souhait, que ce sacrifice ne soit pas en vain. Et pour cela, il faudrait une épuration totale des vers qui rongent la République. Et les vers qui rongent la République, de jour en jour, s'avèrent être des personnes qui, soi-disant, à un moment donné, étaient prêtes à mourir pour la nation. Je me rappelle encore du fameux discours de M. Ben Moubamba. Des personnes soi-disant ont parcouru la terre entière pour démontrer et crier sur tous les toits qu'Ali Bongo doit partir, la fameuse DTE, parce que Ali Bongo a violé la Constitution. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui vont aller être vice-premier ministre. Mais franchement, soyons sérieux. Du coup, vous comprenez aujourd'hui qu'il faut bien aboyer dans la République gabonaise, non, bananière Ali Bongo, pour mériter un os. C'est celui qui aboie le plus fort qui finit par mériter un os. C'est celui qui mord son maître, du moins pas le maître, son compagnon, qui finit par devenir le plus fort. C'est celui qui trahit qui finit par devenir le plus fort aux yeux d'Ali Bongo. Donc, il faudrait que les Gabonais prennent conscience que le Gabon
c'est pour nous tous. Aussi vrai que le Gabon est pour nous tous, aussi vrai que chaque Gabonais doit mettre la main dans la pâte, que chaque Gabonais doit prendre conscience que la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est indispensable à la participation de tous les Gabonais. Elle est indispensable. Et que les fruits qui seront cueillis ne seront certainement pas forcément profitables par nous en tant qu'hommes physiques, en tant qu'êtres, mais plutôt à notre génération, à notre progéniture. Nous nous faisons vieux. Nous avons des enfants. Mais est-ce que vous voulez revoir vos enfants vivre la même chose que nous avons vécu? Est-ce que vous voulez revoir vos enfants vivre les mêmes galères dans lesquelles nous vivons aujourd'hui? Ne voulez-vous pas voir vos enfants aller à l'école chaque jour, avoir des notes, contrôler ces notes-là, aller à l'étranger, briller, revenir, pouvoir travailler pour leur pays? À quoi ça sert de voir 9 mois sans aller à l'école et clamer, respecter, crier et chanter victoire parce que son enfant a gagné le bac? De quel bac vous parlez? De quel bac vous parlez? Quand j'ai reçu la nouvelle que ma petite sœur a eu le bac, j'ai juste dit félicitations, mais au fond de moi, je suis triste parce que nous savons qu'à l'école, au Gabon, il n'y a pas d'école. Au Gabon, il n'y a pas d'école. Je peux avoir une idée, peut-être de dire que non, qu'elle vient me retrouver en Turquie, mais il n'y a pas le niveau. Il faut le dire, il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Pour accéder à mon université, il faut avoir au minimum, en mathématiques, 80 sur 100. Il n'y a pas le niveau. Il faut avoir au minimum en anglais 60 sur 100. Il n'y a pas le niveau. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas dire, tu ne diras pas que nous, on n'a pas appris pendant 9 mois. Non, tu diras certainement que oui, on considère que la science est universelle. Et déjà, je vous assure que la science est universelle. Mais quand il n'y a pas le niveau, on fait quoi? On fait quoi? On comprend maintenant bien par comment l'UNESCO a accepté que Bile Binze aille devenir parrain d'une exposition. C'est parce que en retour de cela, l'UNESCO n'a pas pu sanctionner l'État gabonais d'avoir fait quasiment 9 mois sans cours et déclarer année blanche. Valider les diplômes du Gabon, sachant très bien qu'il n'y a pas eu école pendant quasiment... Depuis qu'Ali Bongo au pouvoir, il n'y a pas d'école au Gabon. Non, soyons sérieux. Il faut que les Gabonais comprennent qu'aujourd'hui, il est temps de mettre au service de la nation, de se mettre au service de la nation et de préserver l'avenir du futur. Je veux dire l'avenir de nos enfants. De préserver le futur. Parce que nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est pour le futur. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le futur. Nous ne devons pas continuer à nous identifier dans la médiocrité, comme dit Colombine. Nous ne devons pas continuer aujourd'hui à nous identifier dans la stupidité. Il faudrait que vous compreniez aussi une chose dans la suite, c'est que on a peut-être cette facilité de dire que, en tout cas, on va encore faire comment. Mais on va encore faire comment qui nous a entraînés là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore 6 pieds sous terre, donc nous pouvons encore faire quelque chose. Nous pouvons encore essayer de corriger ces erreurs-là. Parce que quand tu vois ton enfant partir à l'école, et revenu le soir, il te dit que maman, je n'ai pas appris, il n'y avait pas l'école aujourd'hui. Tu le renvoies encore le lendemain, elle part, et Mais il faudrait que tu comprennes que soit tu payes l'argent de taxi chaque matin pour que cet enfant aille apprendre quelque chose parce que son avenir est dans ses études. Soit tu donnes l'argent tous les matins pour que ton enfant aille
se pervertir ailleurs, à fumer le chanvre, à aller à traîner dans les boîtes de nuit, dans les bars à gauche et à droite, à ramasser des grossesses indésirables à gauche et à droite, à s'exposer aux maladies sexuellement transmissibles à gauche et à droite. Parce que les Bongos n'ont rien fait du Gabon, n'ont rien fait du Gabon, n'ont pas fait du Gabon ce que un pays qui est censé préserver cette richesse qui est sa population, qui est sa jeunesse. Les Bongos n'ont pas pu apprendre. Les Bongos n'ont pas pu étudier. Les Bongos n'ont pas pu... Non, ils n'ont rien fait de tout cela. Ce sont des parvenus. Et en tant que parvenu, un parvenu ne peut pas, comment dire, un parvenu, vous savez, la conception du parvenu, c'est le complexe. Vous comprenez? Un parvenu est d'abord une personne extrêmement complexée. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter la réussite par les études. Parce que c'est un parvenu. Tout de suite, il veut s'identifier aux personnes qui ont réussi par les études. Tout de suite, il veut se sentir meilleur. Et du coup, il se sent obligé de faire des choses pour s'identifier à ces personnes-là. Et ça crée la frustration, ça crée le complexe. Ils deviennent aigris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il n'arrive pas à atteindre ce niveau, parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo sait très bien que parce qu'il n'est pas parti à l'école, qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent. C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'argent définit un homme, car l'argent c'est le pouvoir, mais c'est vrai. Mais nous sommes dans un peuple où ce n'est pas forcément celui qui allait étudier qui est forcément le chef du village, ni le sage. Mais c'est celui qui a pu écouter. Qui a pu écouter les anciens, qui a pu mettre en application les discours, les conseils des anciens, c'est celui-là, exceptionnellement celui-là, qui finit par devenir le chef. Parce qu'il a la caractéristique à pouvoir écouter, à pouvoir prendre du recul, mais à pouvoir servir avec sagesse. Ali Bongo n'a ni sagesse, il est non plus cultivé. En rien il est cultivé, ce mec. Mais comment pouvez-vous désirer, espérer de voir un individu de cette trempe pouvoir apporter, pouvoir emmener les Gabonais à pouvoir réussir par les études? Il y a une expression qui dit l'on ne peut donner, une femme belle ne peut donner que ce qu'elle a de plus important. Une femme belle ne peut donner que ce qu'elle a de plus important. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ali Bongo n'a pas reçu une éducation lui permettant de valoriser les études. Mais comment voulez-vous qu'il puisse mettre les moyens de l'État au service des Gabonais afin qu'ils puissent se cultiver? C'était un homme sans culture, sans identification propre, aucune identification culturelle. Ali Bongo ne sait même pas parler son patois, il ne sait même pas parler sa langue vernaculaire. Il s'exprime en anglais, mais il ne sait même pas parler par ça. Il dit qu'il il est quoi? Il est teke, je ne sais pas, au Bamba, non, il est teke. Il ne sait même pas parler le teke. Mais comment tu vas t'identifier? Souvent, quand on parle de la culture, moi, il y a une chose qui est assez extraordinaire avec la capacité des personnes à pouvoir négliger un certain nombre de choses. C'est que quand on parle de la culture ici, on a cette tendance, en fait, à négliger l'expression. Oh, la culture, c'est quoi? On se dit que la culture, c'est la danse, c'est le rite et traditions. Non. La culture, c'est la capacité à pouvoir s'identifier en quelque chose. Il y a Chabot qui me dit qu'Ali Bongo parle Ibo. Ok, c'est sûr. On espère bien. Mais en tout cas, même en parlant Ibo, les Ibo, je ne pense pas que les Ibo, eux, ils s'identifient à Ali Bongo parce qu'il n'y a aucune trace des Ibo.
En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'identifier à ce qu'il est. Il s'identifie toujours à ce qu'il n'est pas. C'est quelqu'un qui a un complexe extrêmement élevé. Un complexe extrêmement démesuré. C'est qu'une personne qui se sent obligée de s'identifier à ce qu'il n'est pas pour se sentir, pour espérer être quelqu'un. Donc, on est face à un personnage qui est prêt à tout juste pour pouvoir avoir le droit de pouvoir participer au G20, pour pouvoir avoir le droit de pouvoir participer à une conférence d'État, de chef d'État international, pour pouvoir participer. Non, en fait, lui, son truc, c'est pouvoir, c'est les honneurs, monsieur le président, on lui serre la main. C'est pouvoir prendre l'avion du Gabon, de l'État gabonais, traverser tout le globe. C'est pouvoir faire ça. Ce qui plaît à Ali Bongo, c'est pouvoir aller se vanter dans des studios d'enregistrement à dépenser 36 000 euros le jour. C'est ce qui lui plaît. Parce que c'est à ce qu'il s'identifie. Comment une personne comme ça va venir dire que non, il faut mettre en place des mesures, il faut mettre en place comment vous appelez ça, des réformes pour pouvoir valoriser l'éducation nationale, pour pouvoir valoriser les études des Gabonais, pour pouvoir valoriser la formation professionnelle. C'est ça en fait. Donc du coup, Ali Bongo n'a pas... En fait, même dire qu'il n'est pas gabonais, ce n'est pas suffisant. Ali Bongo n'est pas africain. Il a la peau noire, mais il n'est pas africain. Il n'est pas africain, Ali Bongo. Parce que quand je dis qu'il n'est pas africain, pour personne, certaines personnes vont peut-être prendre ça vraiment avec beaucoup de facilité. Mais quand je dis Ali Bongo n'est pas africain, quand on sait qu'il est noir, c'est qu'Ali Bongo n'a pas d'identité. Parce que les blancs ne le voudront jamais de lui, il ne sera jamais blanc. Mais il n'est pas africain bien qu'il soit noir, mais c'est qu'il n'a pas d'identité. Vous savez, je vais revenir un peu sur une expression que je parle sur la question de ceux qui s'identifient comme étant athéistes. C'est-à-dire que les personnes qui ne croient ni en Dieu ni au diable. Mais c'est dangereux. Il faut que tu crois soit au diable, soit en Dieu. Il faut que tu aies un camp. Un homme ne peut pas rester sans camp. Il n'y a pas de neutralité. Ceux qui parlent de neutralité, moi je dis que c'est vraiment risqué. Moi je crains les gens, je crains toute personne qui ont toujours cette position à vouloir s'identifier dans cette lutte comme étant des personnes neutres. Moi je crains ces personnes parce que la neutralité n'existe pas. Tu ne peux pas te dire que tu es neutre. Il faut que tu choisisses un camp. Les personnes qui sont neutres sont les plus dangereuses. Parce que ce sont des personnes qui sont susceptibles. Une personne neutre est une personne qui remet à son service son choix. C'est une personne qui monnaie son choix. Qui met son choix au service du plus offrant. Les neutres, c'est ça. Donc, quelqu'un qui me dit que non, moi je suis neutre, ce sont les gens les plus dangereux. Ce sont des profitos situationnistes. Ce sont des gens qui s'identifient immédiatement quand l'opportunité se présente. Les neutres. Et Ali Bongo est une personne qui n'est ni blanc ni noir. Et donc, il sera toujours attiré par l'intérêt. Le complexe. Son complexe à lui, c'était de devenir James Brown. C'était de devenir Michael Jackson. Mais ils n'avaient pas le talent. Il était vraiment nul. Alors, il s'est servi de ce qu'il avait comme moyen de son père pour pouvoir espérer. C'est ceux-là qui pensent que l'habit fait le moine. Ali Bongo est le genre de personne qui pense que l'habit fait le moine. Il pensait qu'en allant dépenser de l'argent avec les musiciens de James Brown, il pouvait sortir un opus aussi important et aussi claquant que celui qui a fait sortir celui-là qui a fait sortir James Brown. Il croyait que jouer la guitare avec James Brown ferait de lui un James Brown. Ali Bongo pense évidemment que en allant enregistrer dans le studio des Beatles, ça fera de lui un Beatles. Mais toujours nul. Nul, nul, nul. Pourquoi nul? Parce que Ali Bongo n'a pas d'identité.
Tu peux faire du copie, tu peux copier ce que tu as vu ailleurs. Tu peux prendre des connaissances à gauche et à droite. C'est un peu comme lorsqu'on rédige une thèse. Aujourd'hui, je rédige une thèse en doctorat. Mon sujet, il est très précis. Ce sujet a été, du moins, les thèmes qui font partie de ce sujet, les mots qui sont dans ce thème, ont été traités par plusieurs autres étudiants ou d'autres personnalités. Aujourd'hui, pour pouvoir traiter mon sujet, je me sers de toutes les informations qui tournent autour de ce sujet et je crée mon identité personnelle. Je crée maintenant mon identité, ce qui m'identifie, je crée la différence, je rends l'originalité à l'œuvre. Parce qu'il faut éviter le plagiat. Ali Bongo est un homme sans, comment vous appelez ça? Est un homme sans identité, sans personnalité. Qu'est-ce qui définit Ali Bongo aujourd'hui? Si on vous parle d'Ali Bongo, vous allez dire que c'est quel genre de personne? Ali Bongo n'a aucune identité, aucune personnalité. Il ne peut s'identifier en rien. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Parce qu'il n'y a aucune originalité en lui. Aucune originalité. C'est la raison pour laquelle il fait un piètre président de la République. C'est la raison pour laquelle il fait un piètre homme politique. C'est la raison pour laquelle il fait un piètre artiste. C'est la raison pour laquelle il fait un piètre membre de famille, chef de famille. C'est la raison pour laquelle il fait un piètre ami. Ali Bongo est nul en tout. Il échoue en tout. En tout. Mais dites-moi, quelle est la référence? Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qui peut identifier quelqu'un d'Ali Bongo? Qui? Vous allez vous identifier à Ali, mais faisons même la complaisance. Par complaisance, vous allez vous identifier en quoi dans cet homme-là? Un homme qui n'a aucune trace de naissance. Mensonge. Un homme qui n'a aucune trace dans ses études. Aucune trace. Aucune. Aucune trace. Ali Bongo est comme, je vais dire quoi? Même Jésus a une trace. Même Jésus a une trace. On sait quand Jésus est né. Alors qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait même pas d'acte de naissance. Vous voyez un peu? C'est quand même assez... C'est fou, quoi. Mais c'est fou. C'est fou. C'est vraiment incroyable, mais c'est fou. Jésus, il n'y avait pas d'acte de naissance. Il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas d'arrondissement. Bon, peut-être des arrondissements, parce qu'à l'époque, il y avait des villes déjà. Il y avait peut-être aussi des mairies. Mais ce n'était pas du genre, l'administration n'était pas encore vraiment ce que c'est. Aujourd'hui, ou à l'époque d'Ali Bongo. Il y a des gens avant Ali Bongo qui sont nés, avant Ali Bongo, qui ont des traces de documents, naissance. Avant la première et deuxième guerre mondiale, pendant les années coloniales, tout ça, il y a des traces. Ali Bongo, le seul être qui est né dans l'ère moderne et qui n'a pas de traces. Mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Toute la famille Bongo, c'est du mensonge, du mensonge, du mensonge, du mensonge. Il vient nous sortir une histoire pendant les élections, ou comme qu'on aurait retrouvé un document comment on appelle ça, au niveau du Haut-Ogoué, un document qui portait le nom d'Ali Bongo et la naissance de sa sœur. Et on se rend compte finalement que si on se réfère à ce document, Ali Bongo et sa sœur ont le même âge. Amissa Bongo. On a l'impression qu'Ali Bongo et sa sœur ont le même âge. Mais soyons sérieux. Tout ce que les Bongo essaient de nous monter pour nous faire croire qu'Ali Bongo est quelqu'un, mais tout est faux. C'est-à-dire qu'avec lui, on n'a même pas besoin de le détester. J'ai envie de dire qu'on n'a même pas besoin de détester Ali Bongo parce que lui-même, il se déteste. Quel est cet homme qui peut vivre et on te dit que tu n'as pas de traces? Tu regardes tes enfants dans les yeux comme ça, là, papa, moi je n'ai pas de traces, je n'ai pas d'acte de naissance. Comment tu fais? Comment tu fais toi en tant que femme de dormir à côté d'un homme dont on te dit qu'il n'a pas de traces, Ce mec, on ne sait pas d'où il sort. Aucune trace.
Qu'est-ce que ça fait d'une femme de voir, comment on dit à la télévision, que ton mari était médiocre à l'école? Et lui-même, il le dit encore, je n'étais pas très motivé dans les études. Mais c'est quel père? Mais moi, je ne sais pas. Ali Bongo, le seul père qui dit qu'il n'a jamais été motivé dans les études. Tous nos parents nous vendent toujours pour nous encourager, pour nous motiver à l'école en disant que moi, quand j'étais à l'école, moi, j'avais toujours j'avais toujours les 20 suivants, les 15. Même si on sait qu'il y avait des mauvaises notes aussi. Mais c'est pour motiver l'enfant. Mais Ali Bongo, le seul homme qui ne comprend pas ça. Mais c'est normal parce qu'on a pris la main dans la poche. Parce que s'il aurait dit qu'il était très brillant à l'école, alors que ses collègues l'ont fait savoir, ses condisciples de classe ont fait savoir qu'il était médiocre, son professeur a fait savoir qu'il était médiocre. Mais attendez, ne vous étonnez pas qu'il soit vraiment médiocre. Donc, moi j'ai envie de faire comprendre aux gens aujourd'hui que le Gabon, ça appartient à nous tous. Et ce combat, ne le voyez pas comme si c'était quelque chose d'aussi insensé comme on veut nous le faire savoir, on veut nous le faire croire. Car aujourd'hui, ce que nous ne le faisons certainement pas pour nous, mais nous le faisons pour les générations futures. Et chaque Gabonais doit se construire comme étant un acteur pour la réussite de cette lutte. Chaque Gabonais doit se constituer comme étant un acteur parce qu'il est maillon fort de cette chaîne. Mais n'oubliez pas que nous n'allons pas être les personnes qui allons profiter physiquement de ces fruits. Ces fruits sont destinés à nos enfants. Ces fruits sont destinés aux autres qui viendront après nous. Mais pour que les autres qui viendront après nous puissent se consacrer dans d'autres problèmes que le Gabon aura à cette époque, parce qu'il faudrait comprendre une chose, que chaque problème de la nation, chaque problème d'un pays dépend de son époque. Il sera difficile que lorsque nous allons rentrer au 22e siècle ou au 23e siècle, on soit encore en train de se poser la question de comment construire une salle de classe au Gabon. Comment construire une route au Gabon. Comment construire le logement au Gabon. Comment construire des hôpitaux au Gabon au 23e siècle, au 22e siècle, 22e siècle. Il faudrait qu'on évite ça. Nous avons déjà perdu 50 ans. Essayons de faire à la va-vite, mais bien, des fondations solides pour que les générations futures puissent construire des murs aussi solides, car elles seront proposées sur des fondations aussi solides. Ces murs et ces murs seront posés sur nous. Considérez-vous comme cette fondation-là. Chaque Gabonais doit se considérer comme étant ce fer à béton. Chaque Gabonais doit se considérer comme étant ce gravier. Chaque Gabonais doit se considérer comme étant ce béton qui va permettre de soutenir les murs que nos générations futures viendront construire. C'est là la clé. C'est comme ça que nous arriverons à nous en sortir. C'est comme ça que nous arriverons à faire de notre pays un pays prospère. On n'a pas besoin de faire toute la politique. Mais ce que nous devrions faire, chacun autant que nous sommes, c'est de continuer à sensibiliser les peuples. C'est de continuer à parler au peuple. Car notre peuple n'est pas vraiment aussi ignorant et aussi idiot qu'on veut le faire croire. Mais c'est juste une question de sensibilisation. Arriver à pouvoir parler avec ce peuple. Arriver à pouvoir donner à ce peuple ce dont il a besoin. Car si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Car si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Chaque Gabonais a la capacité de pouvoir dire quelque chose pour le Gabon. Arrêtons de rester toujours scotchés ou suspendus sur les paroles de ces opposants politiques vendus et corrompus qui du jour au lendemain, pour un petit poste, pour un bon de carburant, parce que c'est ça en fait les opportunités qu'ils ont. Des bons de carburant, une voiture de service, un garde du corps, et voilà, sont prêts à vendre toute une nation. Car notre pays vaut mieux que ça. Donc, je vous demanderai déjà de partager cette vidéo. Ou encore, je vous demanderai, vous, de vous adresser aux Gabonais, de parler aux Gabonais,
à votre tour, peut-être avoir mieux que ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Car je suis sûr que chacun de nous, autant que vous êtes, vous avez quelque chose à dire. Et que vous pouvez peut-être toucher votre voisin en le faisant, en l'amenant à prendre conscience. Parce que ce pays, c'est nous qui devons former. Arrêtons de critiquer ce qui n'a pas pu être fait. Alors, consacrons-nous à faire ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait, c'est de nous composer comme les maillons forts de cette chaîne. C'est de nous composer comme le soubassement de cette grande nation qui sera construite par nos générations futures. Donc, je demanderai à chaque Gabonais de prendre conscience de cela. Je demanderai à chaque Gabonais de revenir, ceux-là qui ont laissé la lutte, qui se sont découragés, qui se sont retournés à leurs occupations, certes, car l'activiste ne nous paye pas le loyer. Je vis dans une maison où je loue. Je ne peux pas m'acheter une maison comme ça en Europe. Donc, ça veut dire que je paye le loyer. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il faut que je travaille. Il faut que je me nourris. Il faut que je paye l'électricité. Il faut que je paye le courant. Il faut que je paye l'eau. Il faut que je paye le gaz. Il faut que je paye Internet pour pouvoir parler avec vous. Mais pour le faire, il faut que je travaille. Donc, ça explique la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont peut-être pu aller à d'autres occupations. Mais je voudrais dire que chaque Gabonais peut trouver dans la semaine ne fût-ce qu'une heure pour s'adresser à son peuple, pour s'adresser à son frère, pour sensibiliser son frère. Il n'y a que ça à faire. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous demanderai de partager cette vidéo pour ceux qui sont connectés. Et voilà. Donc, on reste ensemble. On reste mobilisés. Bonne soirée.